À 2h17 du matin, en périphérie de Kiev, la nuit était calme jusqu'à ce que le ciel s'illumine soudainement. Sans avertissement, un sous-marin russe, tapis dans les profondeurs de la mer Noire, lança une salve de missiles de croisière calibre filant vers la capitale à des centaines de kilomètres par heure. En quelques secondes, les défenses aériennes ukrainiennes s'activèrent avec fracas. Un Panzer S-1 capturé aux côtés des systèmes NASAMS et des batteries Patriot libéra des intercepteurs. Ce n'était pas un bombardement ordinaire. C'était le premier mouvement d'une contre-offensive qui allait redéfinir la guerre moderne. Le grondement des intercepteurs au-dessus de Kiev s'était à peine estompé que l'Ukraine riposta. Depuis des sites de lancement cachés le long du fleuve Dnipro, vague après vague de drones kamikazes et d'agiles drones FPV s'élevèrent dans l'air nocturne. À première vue, ils ressemblaient à des avions de loisirs surdimensionnés. Mais chacun transportait entre 36 et 45 kg d'explosifs nichés dans son fuselage étroit. Volant bas parfois à seulement 30 mètres au-dessus des cimes des arbres, ils longeaient les rives du fleuve et les lisières des forêts se faufilant vers le nord pour échapper aux filets radars russes. Ce n'était pas une poignée de drones, c'était un SM, une tempête de machines bon marché et sacrifiables submergant des systèmes conçus pour traquer des jets, pas des bicyclettes ailées. Leur trajectoire convergeait vers la frontière. Des pointes clignotant sur les écrans des opérateurs ukrainiens, chacun étant une ogive en mouvement. Au même moment, le sol trembla, alors que des lanceurs tiraient une volée de missiles Attack-MS fournis par les États-Unis. Les missiles rugirent vers l'est après de Mach 3, couvrant des centaines de kilomètres en quelques minutes. Leur cible? Une zone de stationnement d'hélicoptères russes et un site de stockage de munitions près de Rostov-sur-le-Don. La combinaison était délibérée, les drones saturant les défenses, les attaques MS frappant des cibles de grande valeur. L'un était le scalpel, l'autre le marteau. Ensemble, ils signalaient un nouveau type de guerre asymétrique imprévisible et terriblement efficace. Pour la Russie, ce n'était pas seulement un coup porté à sa logistique, c'était la preuve que le ciel lui-même n'était plus digne de confiance. Les échos des dépôts en explosion près de Rostov résonnaient encore sur la steppe lorsque la phase suivante commença. La contre-offensive ukrainienne passa du ciel au sol. À l'aube, des nuages de poussière s'élevèrent à l'horizon alors que des colonnes blindées avançaient. En tête de la percée se trouvaient des chars Léopard 2 de fabrication allemande et des Challenger 2 britanniques. Leurs canons à armes lisses de 120 mm étaient prêts au combat. Ils n'étaient pas seuls. Des transports de troupes blindées suivaient débarquant des escouades d'infanterie et en tenue de combat. De petits robots chenillés, unités de pose de mines et de franchissement d'obstacles progressaient devant la formation, posant des charges et dégageant des chemins à travers les défenses russes. C'était une avancée combinée conçue pour percer, non pour tâter le terrain. La réponse de Moscou fut rapide. Les chars russes T-90M, hérissés de blindages réactifs, prirent une position pour bloquer l'assaut. Au-dessus des chasseurs Su-35 rugissaient à basse altitude leurs postes combusteurs, faisant trembler les fenêtres alors qu'ils lançaient des roquettes guidées en soutien aux chars en contrebas. Le champ de bataille se transforma en fournaise. Des obus s'écrasaient dans la terre et l'acier avec une force assourdissante projetant de la poussière à 10 mètres dans les airs. Les Challenger 2, avec leur blindage renforcé, Chobham absorbaient les coups directs et continuaient d'avancer. Les Leopard manœuvraient avec précision, tirant en mouvement chaque obus, étant un dard sabot de 20 kg perforant le blindage russe. Le premier T-90M s'embrassa sa tourelle projetée dans les airs par l'explosion de ses munitions. Mais la Russie contre-attaqua. Leurs chars s'enterrèrent dans des positions défensives échangeant des tirs à 2000 mètres. Les Su-35 revenaient pour un nouveau passage. La bataille aurait pu basculer en leur faveur, mais le ciel ne leur appartenait plus. Des drones FPV ukrainiens bourdonnaient au-dessus, repérant les cibles et guidant les tirs d'artillerie. Des frappes précises s'abattaient, pulvérisant les blindés russes dissimulés dans les lignes d'arbres. Puis vint la main invisible de la guerre électronique. Les camions russes de guerre électronique activèrent des brouilleurs puissants, perturbant les signaux GPS et aveuglant les drones en plein vol. Certains UAV s'écrasèrent au sol, leurs opérateurs fixant des écrans morts, mais l'Ukraine avait prévu cela. Des systèmes de guidage inertiel de secours prirent le relais et tous les drones ne furent pas réduits au silence. Assez restèrent pour maintenir une pression implacable. Ce fut un affrontement brutal, un choc d'acier et de feu. Chaque kilomètre gagné coûtait du sang et du carburant.
Mais lentement, inexorablement, la colonne ukrainienne progressait. Pour la première fois en plusieurs mois, les blindés russes ne dictaient plus les termes de la bataille. Ils luttaient pour y survivre. L'affrontement des chars au sol n'était que la moitié du combat. Au-dessus de Rostov, le ciel lui-même devint un champ de bataille. Alors que les Léopards et les Challenger perçaient le blindage russe, le rugissement des moteurs à réaction traversa le Don. Deux escadrons de MiG-29 et de Su-27 ukrainiens silhouettes élancées, fendant la lumière de l'aube s'élevèrent pour contrer la menace. Depuis l'Est, les Su-35 russes arrivaient en grondant leur double moteur, laissant des traînées lumineuses à l'horizon. Presque instantanément, l'air s'embrasa. Des tirs de canon zébrènent le ciel, alors que des obus de 30 mm frôlaient les cockpits à 800 mètres. Les pilotes viraient brutalement encaissant des forces G qui les plaquaient contre leur siège. Des missiles jaillissaient des IM-120 AMRAAM ukrainiens, contrés par des R-77 russes filant d'après de Mach 4. Chaque explosion illuminait les nuages de boules de feu, les ondes de choc roulant sur la ville en contrebas. Un Su-27 fut touché et parti en vrille, son pilote s'éjectant juste à temps, alors que l'avion s'écrasait dans une ferme en périphérie de la ville. Mais l'Ukraine riposta. Un MiG-29 verrouilla un Su-35 manœuvrant trop bas. L'AIM-120 atteignit sa cible, percutant directement le fuselage. Le chasseur russe disparut dans une boule de feu, ses débris pleuvant sur les faubourgs de Rostov. L'accident fit l'effet d'une onde de choc dans les médias russes, prouvant que leur chasseur le plus avancé n'était pas intouchable. Alors que le combat aérien faisait rage, le bruit était assourdissant. À Rostov, les civils observaient depuis leur balcon de téléphone levé, capturant les traînées lumineuses et les tirs traçants frénétiques. Pour eux, ce n'était plus une guerre lointaine. Le combat se déroulait juste au-dessus de leur tête. Mais la bataille aérienne avait un objectif plus profond. Chaque seconde où les pilotes ukrainiens engageaient le Su-35, le ciel s'ouvrait pour les essaims de drones lancés des heures plus tôt. Inaperçus et sans entrave, ces UAV volant à basse altitude poursuivaient leur progression vers le nord, glissant sous les radars, visant les dépôts de carburant et les centres industriels plus loin à l'intérieur de la Russie. Lorsque les derniers missiles s'éteignirent et que les jets survivants se désengagèrent, le champ de bataille avait changé. L'Ukraine avait perdu des avions, mais la Russie avait perdu quelque chose de plus précieux, l'illusion de la supériorité aérienne sur son propre territoire. Pour la première fois, l'horizon de Rostov était marqué par des débris en chute et la voie était libre pour la phase suivante de l'offensive. Le ciel au-dessus de Rostov brillait encore des débris enflammés lorsque l'Ukraine déplaça le combat plus à l'est. À minuit, de nouvelles coordonnées s'affichèrent sur les écrans de commandement ukrainien Ryazan, un centre crucial de réserve de carburant et de stock de munitions alimentant le front russe. Si Rostov était le bouclier, Ryazan était la ligne de vie. La coupée signifiait ouvrir la route vers Moscou. La frappe commença par un tonnerre. Des batteries HIMARS cachées dans des lignes d'arbres déclenchèrent des tirs en salve de roquettes guidées par GPS, leur traînée traçant des arcs dans la nuit. Quelques instants plus tard, des missiles Attack-MS fournis par les États-Unis hurlèrent au-dessus à près de Mach 3, couvrant plus de 300 km en quelques minutes. Leurs ogives s'écrasèrent sur les dépôts de carburant avec une force sismique provoquant des boules de feu s'élevant à des centaines de mètres. Le sol trembla alors que des explosions secondaires consumaient les stocks d'obus d'artillerie. Mais ce n'était pas seulement une démonstration de puissance brute. C'était une guerre en couches. Des véhicules ukrainiens de guerre électronique se mirent en position, brouillant les radios russes et perturbant les liaisons satellites. Les ordres défensifs émis depuis Moscou n'atteignirent jamais les unités de première ligne. Pendant des minutes qui semblèrent des heures, les commandants russes furent aveugles, incapables de coordonner. Dans ce chaos, la guerre au sol progressait. De petits robots chenillés presque silencieux glissaient à travers les champs de mines et les lignes de tranchées. Avec des charges précises, ils faisaient exploser les barrières, dégageant des chemins dans les fils barbelés. Quelques secondes plus tard, les chars Léopard 2A6 rugissaient à travers les brèches, leurs moteurs grondant leurs canons, abattant ce qui restait des défenses russes. À l'aube, la situation était claire. De la fumée s'élevait au-dessus de Ryazan, le carburant brûlait encore, les dépôts de munitions étaient détruits. Les lignes russes étaient fracturées, leurs communications en lambeaux. Pour l'Ukraine, c'était le tournant. Le mur défensif qui protégeait autrefois Moscou s'effondrait, laissant un corridor grand ouvert vers la capitale elle-même. La route vers Moscou n'avait jamais été aussi proche.
Les flammes au-dessus de Ryazan brûlaient encore lorsque la phase suivante commença. À 3h48, les opérateurs à Kiev observaient leurs écrans alors que de nouvelles vagues de drones à longue portée plus grandes que tout ce qui avait été utilisé auparavant pénétraient dans la zone de défense aérienne de Moscou. Ils arrivaient de toutes les directions du nord, le long de la Volga de l'ouest, à travers les vallées basses de l'est, en rasant les cimes des arbres. Pour les radars, ils apparaissaient comme du bruit des oiseaux des interférences de fond. Pour Moscou, ils étaient la tempête. Les défenses réputées de la ville s'éveillèrent en rugissant. Les systèmes Panzer S-1 montés sur les toits crachaient des rafales de tirs traçant dans le ciel, tandis que les batteries de missiles S-400 en périphérie de la capitale lançaient des intercepteurs à des vitesses supersoniques. Pendant un moment, l'horizon s'illumina d'explosions et de traînées de condensation. Un feu d'artifice mortel au-dessus de 12 millions de civils endormis. Pourtant, ils étaient tout simplement trop nombreux. L'essaim saturait chaque couche de défense. Pour chaque drone détruit, deux autres passaient à travers les mailles. Certains plongeaient sur des raffineries de pétrole à la périphérie de la ville, leurs charges explosant en boules de feu s'élevant à des centaines de mètres. D'autres s'écrasaient sur des entrepôts de munitions, déclenchant des détonations qui faisaient trembler les fenêtres à des kilomètres. La panique se répandit instantanément. Les aéroports de Vnukovo et Domodedovo furent fermés. Les vols entrants furent détournés en plein vol. Les autoroutes menant à la capitale furent bouclées par des points de contrôle. Les sirènes hurlaient dans les quartiers près du Kremlin, où les résidents filmaient les débris enflammés depuis leurs balcons, les voix tremblantes, alors que la guerre qu'ils pensaient lointaine arrivait au-dessus de leurs toits. À l'aube, la capitale, autrefois intouchable, vacillait. De la fumée noire s'élevait dans le ciel matinal, la circulation était figée. Les équipes d'urgence couraient d'un incendie à l'autre. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les défenses de Moscou avaient été percées de part en part. L'illusion de sécurité avait disparu. Le cœur de la Russie était exposé. La fumée des dépôts en feu à la périphérie de Moscou s'élevait encore lorsque la dernière vague de drones approcha. Contrairement aux autres, ceux-ci ne visaient pas les entrepôts ou les réservoirs de carburant. Leur trajectoire était orientée directement vers l'horizon de la ville, les symboles éclatants de richesse et de pouvoir. À 4h12, un UAV perça le dernier rideau de défense rasant les rues à seulement 60 mètres avant de grimper brusquement. Sa cible se dressait devant lui, la tour, Évolution, le géant de verre torsadé du quartier financier de Moscou. Quelques secondes plus tard, la nuit vola en éclats. Une explosion assourdissante déchira la tour, faisant exploser plusieurs étages de verre. Le feu jaillit vers le haut, les flammes léchant sa façade courbée. Des éclats pleuvaient sur les rues en contrebas, l'onde de choc faisant trembler les fenêtres à des pâtés de maisons. Pour les moscovites ordinaires, le message était indéniable. Ce n'était pas un dépôt en périphérie ou une frappe cachée dans des provinces lointaines. C'était le cœur même de leur capitale sous attaque. La guerre était arrivée chez eux, et à cet instant, une vérité perça à travers la fumée nulle part en Russie n'était plus sûre. Les flammes léchant encore la tour Évolution marquaient plus qu'un simple verre brisé. Elles marquaient un tournant. L'Ukraine avait percé les défenses réputées de la Russie de Rostov à Moscou, frappant le symbole même de sa capitale. L'illusion d'invulnérabilité avait disparu, forçant la Russie à retirer des défenses du front pour protéger son propre cœur. Pourtant, au milieu du chaos des soldats ukrainiens, retiraient des troupes russes blessées des décombres, rappelant que la victoire n'est pas seulement destruction, mais aussi dignité. Au-dessus de l'horizon de Moscou, une fumée noire s'élevait en volute et un drone solitaire disparaissait dans les nuages. La guerre était loin d'être terminée. À 2h17, au cœur des terres frontalières près de Belgorod, un silence pesant régnait sur la base nucléaire fortifiée russe 22. Sans avertissement, une vague de missiles de croisière calibre russe et des dizaines de drones de brouillage radar surgirent de la mer Noire, convergeant vers les usines de drones ukrainiennes à près de 300 km à l'intérieur des terres. Ce n'était pas un raid aérien ordinaire. C'était une frappe calculée visant à paralyser l'avantage asymétrique de l'Ukraine, son industrie des drones. En quelques instants, le silence s'effondra et une histoire de guerre en plusieurs phases allait commencer. La frappe débuta moins de 4 minutes après que les drones de brouillage eurent pénétré l'espace aérien ukrainien. Des navires de guerre russes en mer Noire lancèrent de 6 missiles de croisière calibre
chacun voyageant à près de 960 km par heure, utilisant l'interférence électronique des drones comme couverture. Leur cible était trois des usines de drones les plus critiques de l'Ukraine, deux à Dnipro et une à Pava, des installations produisant chaque semaine des centaines de drones de reconnaissance et d'attaque à bas coût. Les défenses aériennes ukrainiennes réagiront rapidement. Les batteries Patriot Pack 3, récemment livrées et encore en phase de calibrage logiciel, parvinrent à intercepter 4 des missiles, mais 2 passèrent au travers. À 4h49, l'un des missiles s'écrasa sur l'usine 17 ampères à l'est de Dnipro. L'ogive explosa près du hangar d'assemblage principal, déclenchant une série d'explosions qui déchirèrent le sol de production. 5 ingénieurs seniors furent tués sur le coup, plus de 20 autres blessés, et plus de 60 millions de dollars d'équipements et de drones inachevés furent réduits à de l'acier tordu et des débris enflammés. Les lignes électriques s'affaissèrent, fondues par la chaleur. Des images satellites montrèrent plus tard le complexe autrefois bouillonnant transformé en ruines noircies. Ce n'était pas seulement un coup physique, c'était une attaque contre la bouée de sauvetage créative de l'Ukraine. En ciblant les installations mêmes qui permettaient à Kiev d'égaliser le champ de bataille, avec une technologie inventive et bon marché, Moscou espérait effacer l'avantage ukrainien dans les airs. Mais l'attaque ne fit que préparer le terrain pour une riposte inévitable et dévastatrice. Dans les décombres fumants de la destruction de l'usine 17, Ampère l'Ukraine n'avait que peu de temps pour pleurer. En milieu de matinée, moins de 6 heures après la frappe des commandants seniors et des ingénieurs, se réunirent dans un bunker souterrain faiblement éclairé près de Kharkiv. Les murs étaient en béton brut, les tables marquées par des années d'utilisation de l'électricité vacillante sous la pression des générateurs de secours. Mais autour de ces tables se trouvaient certains des tacticiens les plus aguerris de l'Ukraine et ses spécialistes restants en UAV. Leur mission était simple mais audacieuse: concevoir une contre-attaque qui non seulement punirait la Russie, mais restaurerait la confiance brisée de l'Ukraine. Ils l'appelèrent l'opération SM Noir. Le plan était inédit. Au lieu de s'appuyer uniquement sur des drones, l'Ukraine assemblerait une attaque multidomaine en couche. La première ligne serait la guerre électronique des UAV bruts, mais efficaces, bricolés à partir de composants civils conçus pour aveugler les radars russes pendant 3 à 5 minutes cruciales. Derrière eux, des drones suicides équipés de vieilles mines anti-chars soviétiques TM-62 suivraient leur but étant non seulement de frapper des cibles, mais d'exploser violemment s'ils étaient interceptés, dispersant des éclats à travers les défenses aériennes russes. Au-dessus, des chasseurs MiG-29 fourniraient une couverture armée de missiles anti-radar AGM-88, fournis par les États-Unis, prêts à traquer tout radar russe qui s'allumerait. À plus de 60 km, des batteries d'artillerie HIMARS et des obusiers MC-167 étaient prêtes à tirer des barrages de suppression dès que les défenses russes réagiraient. Et au sol, juste à l'ouest de la frontière des chars, Léopard 2 et des T-64 vieillissants attendaient dans des positions dissimulées, prêts à exploiter toute brèche créée par l'assaut aérien. Ce qui émergea n'était pas un essaim désespéré de drones faits maison, mais un nouveau type d'opération combinée. Une doctrine improvisée où des UAV bon marché et sacrifiables travaillaient main dans la main avec des systèmes occidentaux avancés et de vieux blindés soviétiques. C'était risqué, fragile et non testé. Mais pour l'Ukraine, c'était plus qu'une revanche. C'était la preuve que même face à une perte dévastatrice, l'innovation et la coordination pouvaient devenir des armes en elles-mêmes. Alors que la stratégie prenait forme dans ce bunker souterrain, un officier le dit simplement: nous n'avons pas de bombardiers furtifs. Nous n'avons pas de missiles illimités. Ce que nous avons, c'est de l'imagination, et ce soir, l'imagination contre-attaque. À 1h05, la première vague de l'opération SM Noir prit son envol. 15 drones de guerre électronique bricolés, chacun pas plus grand qu'une benne de camionnette et équipés de brouilleurs à large bande rudimentaire, décollèrent de plateformes de lancement improvisées près de Soumy. Ils volaient bas, rasant le terrain à moins de 60 mètres, leur guidage verrouillé sur des coordonnées GPS préchargées. Au-dessus d'eux, 2 chasseurs MiG-29 rugirent dans le ciel nocturne, relâchant une série de leurres et d'appâts électroniques conçus pour inciter les radars russes à se verrouiller. En quelques minutes, les opérateurs russes à la base nucléaire 22 déclenchèrent leur défense. La base était entourée de systèmes Pantsir S-1 et de Tor M2 à courte portée, tous deux conçus pour abattre des drones.
Des rafales de tirs d'autocanon de 30 mm et de missiles solaires illuminèrent l'obscurité, poursuivant les drones entrants. Mais ce qui aurait dû être une défense coordonnée s'effondra rapidement. Les brouilleurs ukrainiens déversaient des salves aléatoires d'interférences sur plusieurs fréquences entrant en collision avec les leurs lancés par les MiG. Les écrans radars dans les bunkers de commandement russes passèrent de trajectoires nettes à un brouillage statique. Certains opérateurs signalèrent des contacts fantômes. D'autres virent leur système devenir totalement aveugle. Pendant près de 5 minutes, les défenses censées protéger l'un des sites nucléaires les plus stratégiques de la Russie furent effectivement paralysées. Ce court laps de temps était exactement ce dont l'Ukraine avait besoin. Du point de vue ukrainien, c'était comme si la porte avait été enfoncée. Chaque commandant dans le bunker de Kharkiv savait que le succès ou l'échec de toute l'opération dépendait de cet acte d'ouverture. Si les drones de brouillage étaient éliminés trop rapidement, ou si les radars russes retrouvaient leur image, les vagues suivantes seraient déchiquetées avant d'atteindre leur cible. Mais à mesure que l'horloge approchait 1h10, la situation était claire. Les défenses russes trébuchaient dans l'obscurité. La première vague avait accompli sa mission. Ce blackout temporaire dans le ciel au-dessus de Belgorod n'était pas seulement une victoire tactique, c'était le signal pour le début de la phase suivante. Ce qui suivit mit à l'épreuve les limites même de l'improvisation ukrainienne, libérant des armes conçues non seulement pour attaquer, mais pour exploser violemment même en cas d'échec. La porte avait été forcée et à travers elle, la véritable tempête était sur le point de surgir. À 1h12, alors que les opérateurs russes luttaient encore pour rétablir leur image radar, la deuxième vague de l'opération SM Noir arriva. Cette fois, ce n'était pas seulement des signaux de brouillage, c'était de la puissance brute attachée avec du désespoir. 40 drones improvisés, chacun portant une mine anti-char soviétique TM-62 de 13 kg attachée à son fuselage avec du ruban adhésif surgirent de 3 vecteurs différents. Ils n'étaient pas conçus pour survivre. Ils étaient conçus pour détonner. Alors que le premier groupe pénétrait l'espace aérien extérieur, les batteries Panzer S-1 et les intercepteurs Tor M2 russes trouvèrent enfin leur cible. Les missiles déchiraient l'air. Les tirs de canon lacéraient le ciel. Mais chaque interception déclenchait le véritable plan des Ukrainiens. Lorsque ces drones étaient touchés, les mines TM-62 s'enflammaient en plein vol, transformant le ciel nocturne en une tempête d'éclats. En quelques minutes, 2 systèmes Panzer furent réduits en miettes, leurs radars de poursuite perforés et leurs équipages soit blessés, soit forcés d'abandonner leur poste. Au même moment, à plus de 40 km, les équipages ukrainiens opérant des HIMARS et des obusiers M777 exécutèrent leur mission de tir. Des roquettes guidées par précision traversèrent la frontière et s'écrasèrent sur le périmètre extérieur de la base nucléaire 22. Les explosions secouèrent les dépôts de carburant, les zones de stationnement de véhicules et les casemates plongeant les défenseurs dans un chaos encore plus grand. La pression combinée de l'air et du sol signifiait que les opérateurs russes combattaient aveugles et sourds submergés par les éclats et les barrages d'artillerie. Pour l'Ukraine, c'était le tournant. Les dents du réseau de défense aérienne russe commençaient à se briser. La deuxième vague n'était pas censée anéantir tout le bouclier, mais ouvrir des brèches assez larges pour la force de frappe derrière elle. Et cette mission réussissait. À 1h16, la fumée et le feu enveloppaient le couloir radar. Les communications dans le bunker de commandement russe devinrent frénétiques. Certaines unités rapportaient l'absence de contact visuel. D'autres criaient à propos de salves entrantes qu'elles ne pouvaient pas suivre. Ce qui avait commencé comme une posture de défense aérienne confiante se transformait en confusion. Le réseau censé protéger les actifs nucléaires de la Russie n'était plus intact. Il se fracturait pièce par pièce sous le poids de drones rudimentaires d'explosifs soviétiques et d'artillerie occidentale précise. Et à travers ces fissures, la troisième et la plus meurtrière vague était déjà en route. À 1h08, avec le réseau radar russe fracturé et ses défenses aériennes vacillantes, l'Ukraine lança la troisième vague la plus mortelle. Depuis des plateformes de lancement dissimulées de l'autre côté de la frontière, 70 drones suicides surgirent dans la nuit, se divisant en 3 couloirs d'attaque. Chacun portait entre 2 et 5 kg d'explosifs puissants petits par rapport aux normes conventionnelles mais dévastateurs lorsqu'ils étaient livrés en SM. Leur trajectoire était échelonnée, conçue pour converger sur la base nucléaire 22 en moins de 2 minutes.
Haut dans le ciel, deux MiG-29 ukrainiens tournaient à une distance de sécurité leur radar verrouillé sur les derniers capteurs russes survivants. Au moment précis où l'essaim pénétra le périmètre intérieur, les jets tirèrent des missiles AGM-88 Harm, filant à 2 fois la vitesse du son vers les émetteurs radar restants. Quelques secondes plus tard, des boules de feu orange éclatèrent là où se trouvaient les radars, plongeant les défenseurs dans une cécité plus profonde. Au sol, l'assaut s'élargit. Depuis des points de regroupement cachés à quelques kilomètres à l'ouest de la frontière des chars Léopard 2 et des T-64 plus anciens surgirent sous le couvert de la nuit. Leurs moteurs rugissaient alors qu'ils traversaient le territoire russe, ciblant les postes de garde extérieurs et les bunkers fortifiés. Les Léopards, avec leurs optiques modernes et leur système de conduite de tir, abattaient les véhicules blindés russes en succession rapide, tandis que les T-64 fournissaient un feu de suppression contre l'infanterie retranchée. À l'intérieur du périmètre de la base, le chaos se multipliait. Les troupes russes tiraient sauvagement sur l'essaim entrant, mais le nombre pur de drones les submergeait. Certains UAV plongeaient directement sur les véhicules blindés, les transformant en épaves enflammées. D'autres frôlaient le sommet des camions-citernes ou s'écrasaient sur des camions stationnés déclenchant des explosions secondaires. Dans au moins 2 cas, des drones frappèrent des systèmes de défense aérienne déjà endommagés, faisant exploser leurs propres munitions et créant des réactions en chaîne qui déchiraient les véhicules à proximité. Le champ de bataille s'était transformé en une tempête de feu multidomaine, des drones saturant le ciel des MiG, martelant les nœuds de radar des chars, perçant les défenses extérieures et l'artillerie continuant de pilonner depuis l'arrière. Pour les défenseurs de la base nucléaire 22, l'attaque ne ressemblait plus à une série de frappes isolées. C'était un assaut synchronisé, une tempête conçue pour frapper de tous les angles à la fois. Ce fut le point culminant de l'opération, le moment où l'audace ukrainienne se transforma en réalité. Et alors que la fumée et le feu se répandaient sur le complexe, une chose était claire. Les défenses de la base ne pliaient pas, elles se brisaient. À 1h24, l'assaut atteignit son apogée dévastatrice. L'essaim de drones suicides perça ce qui restait des défenses de la base nucléaire 22 et frappa avec une précision mortelle. Plusieurs s'écrasèrent directement sur les dépôts de carburant, allumant des tours de flammes qui illuminèrent le ciel nocturne. D'autres percutèrent les conduites de ventilation du bunker de commandement, déclenchant des explosions secondaires violentes qui effondrèrent des parties de la structure souterraine. À l'est du complexe, un groupe de drones déchira des hangars renforcés où des bombardiers à longue portée étaient exposés des boules de feu massives, consumant les avions en quelques secondes. Puis vint le coup le plus catastrophique. Un drone volant plus bas que les autres pénétra l'aile de traitement du combustible nucléaire. La détonation n'était pas nucléaire, mais la réaction chimique des matériaux volatiles produisit une onde de choc équivalente à une bombe conventionnelle de 250 kg. Les bunkers en béton se fissurèrent, les portes métalliques furent arrachées de leurs gonds et des sections entières de l'installation s'effondrèrent. Une boule de feu de plusieurs centaines de mètres s'éleva, visible à des kilomètres de l'autre côté de la frontière. Le sol lui-même trembla, faisant pleuvoir poussière et débris sur les troupes russes en fuite. Pendant plus de 7 heures, Belgorod 22 resta silencieux. Aucun signal, aucune transmission, rien d'autre que de la fumée et du chaos. Ce qui avait commencé comme une frappe tactique s'était transformé en un séisme stratégique. Le bastion nucléaire de la Russie n'était plus sécurisé et l'illusion d'invulnérabilité était partie en flammes. À l'aube, l'ampleur de la destruction à la base nucléaire 22 était indéniable. Des ailes entières de bombardiers gisaient en tas tordus, les dépôts de carburant continuaient de brûler et des centaines de soldats et techniciens russes étaient comptés parmi les morts. L'Ukraine avait accompli l'impensable, elle avait frappé une installation nucléaire stratégique sur le sol russe et l'avait paralysée. En une seule nuit, des centaines de vies furent perdus et des milliards de dollars d'équipements effacés, brisant l'image d'invulnérabilité russe. Les retombées stratégiques furent immédiates. Moscou fut forcé de rediriger l'autorité de commandement vers des nœuds de secours, laissant sa dissuasion nucléaire dans la région affaiblie pendant des jours. L'OTAN éleva ses niveaux d'alerte à travers l'Europe de l'Est et les prix mondiaux du pétrole grimpèrent de près de 9%, alors que les marchés absorbaient le choc de l'instabilité nucléaire. Ce qui était censé être une frappe punitive contre l'industrie des drones ukrainiens s'était retourné en un moment de conséquences mondiales. Et pourtant, des questions plus profondes demeuraient.
Si une vague de drones improvisés et d'armes combinées pouvait démanteler l'une des bases phares de la Russie, quels autres sites étaient vraiment sécurisés? Comment Moscou riposterait-elle pour restaurer sa fierté et sa dissuasion? Mais au-delà des couches tactiques et stratégiques, il y avait un message plus profond. La guerre moderne n'est plus uniquement dominée par des missiles coûteux ou des bombardiers furtifs. Elle est façonnée par l'ingéniosité, les tactiques en couche et la volonté de s'adapter au milieu de l'enfer. Des soldats ukrainiens furent une vue guidant des prisonniers russes blessés hors des décombres, prouvant que même dans une guerre totale, l'humanité peut prévaloir. L'image finale était obsédante, une immense colonne de fumée noire s'élevant au-dessus de Belgorod, des drones calcinés jonchant le sol, et au loin des troupes ukrainiennes aidant un Russe capturé à avancer sous un ciel cramoisi.